Bonjour Jean-Noël Barrot. Le Conseil de sécurité de l'ONU a adopté hier une résolution qui prévoit le déploiement d'une force de stabilisation internationale à Gaza. À quoi cette force servira-t-elle précisément? Oui, les Nations Unies ont adopté le plan de paix que les États-Unis avaient présenté et je m'en félicite. La France a voté pour. La France a évidemment voté pour. C'était une étape indispensable vers la mise en œuvre de ce plan de paix auquel, vous en souvenez, nous avons contribué avec l'initiative que nous avons portée avec l'Arabie Saoudite. Et ça va donc permettre la mise en œuvre de ce plan sur le volet de l'humanitaire et de la reconstruction, sur le volet de la gouvernance, c'est-à-dire de l'administration de Gaza, et sur le volet de la sécurité avec la création de cette force internationale de stabilisation. Qui va servir à quoi? Qui va servir à ramener la sécurité à Gaza au moment où le Hamas doit être désarmé. Nous avons appelé à ce désarmement, nous avons amené la communauté internationale donc cette force à appeler aura le droit d'aller désarmer, donc de s'opposer au Hamas et de le désarmer. Elle va se mettre en place progressivement avec l'apport d'un certain nombre de pays qui y contribueront et avec l'appui d'un certain nombre de missions qui sont déjà en place. Je veux signaler que l'Union européenne est déjà présente à Gaza et en Cisjordanie avec deux missions, l'une qui consiste à sécuriser les points de passage à Rafah et l'autre qui consiste à former les policiers palestiniens en Cisjordanie. Nous avons vocation à amplifier notre présence au sein de ces missions européennes pour concourir à la sécurisation de Gaza. Est-ce que ça veut dire que dans cette force de stabilisation internationale à Gaza, il y aura des militaires français? Nous avons déjà une présence au sein du centre de coordination qui est aujourd'hui basé en Israël avec à peu près 300 personnels, civils et militaires. Des militaires français, des diplomates français sont présents sur place pour participer à la mise en œuvre de ce plan sur tous les volets, et pas uniquement le volet sécuritaire. Donc on peut en conclure qu'il y aura des militaires français dans cette force de stabilisation. On peut conclure que la France y contribuera d'une manière ou d'une autre puisqu'elle est déjà présente sur le terrain. Combien d'hommes? Dans le cadre des missions européennes auxquelles la France contribue déjà, nous sommes en train d'évaluer la participation ou le renforcement de notre participation, notamment celle de forces de l'ordre, comme des gendarmes ou des policiers qui, au sein de cette mission européenne, pourront former les policiers palestiniens qui ont vocation à prendre en main la sécurité de Gaza. Le président de la République part à Berlin ce soir pour rencontrer son homologue et le Premier ministre britannique. Va-t-il ramener Boualem Sansal dans ses bagages, si je puis dire? Écoutez, Boualem Sansal est avec son épouse à l'ambassade de France à Berlin. Je me suis entretenu avec eux samedi soir. Ils vont bien. Ils ont hâte de rentrer. Nous avons hâte de les accueillir et ce moment interviendra le moment venu. Mais il est totalement libre de ses mouvements, Boualem Sansal. Il a été gracié. Nous avons salué ce geste des autorités algériennes. Il devait passer un certain nombre d'examens médicaux et en fonction de ces résultats, nous pouvons espérer son retour en France très prochain. D'accord, donc ce sont uniquement des soucis médicaux qui l'empêchent de revenir en France. Il n'y a pas d'autres gènes, d'autres complications. Mais vous avez vu comme moi la réalité des choses. Il a été gracié par le président algérien, il a été libéré, il s'est rendu en Allemagne, il a été accueilli à l'ambassade de France et nous espérons son retour prochain dans notre pays. Dans quelques minutes maintenant, vous serez à l'Élysée à l'invitation du président de la République pour une réunion sur la loi narcotrafic, pour faire le point sur la loi. En quoi ça concerne le ministre des Affaires étrangères que vous êtes? Bien parce que c'est vrai, nous avons pris une loi au mois de juin dernier pour doter la France d'un arsenal répressif contre ce fléau du narcotrafic qui déferle sur les villes et les villages de France. Mais face à des trafics qui se mondialisent, qui s'internationalisent, il nous faut éradiquer le mal à la racine. Et c'est pourquoi la lutte contre le narcotrafic est aussi une question pour les affaires étrangères. Et c'est pourquoi j'étais dans la région la semaine dernière de l'Amérique latine et des Caraïbes, où est produit l'essentiel de la cocaïne qui se déverse dans notre pays, pour lancer un plan de bataille avec la multiplication de nos accords de coopération en matière de douane, de justice, de sécurité avec les pays de la région, pour annoncer le renforcement des effectifs spécialisés dans nos ambassades, de douaniers, de magistrats, de policiers, et puis pour annoncer la création d'une académie régionale qui formera
ces mêmes experts spécialisés des pays concernés, les pays de production, de rebond et de transit. Et enfin, pour annoncer ou pour lancer un régime de sanctions européen pour frapper les narcotrafiquants là où ça fait mal, c'est-à-dire au portefeuille. Un régime qui permettra de geler leurs avoirs, qui permettra de leur interdire toute transaction avec l'Union européenne et toute entrée sur le territoire de l'Union européenne. Il y a signature hier d'un accord historique entre la France et l'Ukraine, une lettre d'intention pour une centaine de Rafales. On en a beaucoup parlé. L'accord parle d'un autre espace-temps, d'une régénération de l'armée ukrainienne dans l'avenir. Quel avenir pour l'Ukraine et pour l'armée européenne alors que les villages tombent les uns après les autres? Est-ce qu'on ne risque pas d'aider l'Ukraine trop tard? Non, la résistance ukrainienne tient. Et c'est le fait du courage de l'armée ukrainienne, c'est le fait du soutien que nous leur apportons depuis plus de 3 ans maintenant. Mais ce qui est historique dans les accords qui ont été signés hier, c'est d'abord que pour la première fois depuis 1991 et son indépendance, l'Ukraine va disposer d'une flotte aérienne pour pouvoir à l'avenir se défendre et dissuader dans 10 ans toute nouvelle agression. Oui, mais c'est la première fois depuis son indépendance en 91. Et c'est historique pour la France, pour notre industrie de défense. Il faut savoir qu'un Rafale, c'est 7000 emplois dans notre pays. Et donc en vendre 100, c'est assurer à notre industrie de défense. On le fait pour nous. Mais ce sont des intérêts qui se rencontrent et qui se conjuguent. Si nous soutenons l'Ukraine, c'est parce que c'est une question de principe, mais c'est aussi parce que c'est nos intérêts qui sont en jeu, c'est notre sécurité qui est en jeu. Et quand nous vendons des Rafales à l'Ukraine comme à d'autres pays, ce sont des accords de coopération qui lient nos destins avec celui de ces autres pays, mais c'est aussi de la création de richesses et de la création d'emplois pour la France. Et je le disais, le Rafale, c'est 7000 emplois dans notre pays. Vous êtes aussi vice-président du MoDem, chacun dans la majorité, dans le bloc central, vous appelez ça comme vous voulez, le socle commun. Il va de son petit projet de primaire de la droite et du centre. Quelle est pour le MoDem la bonne solution pour trouver un candidat à l'élection présidentielle en 2027? Je crois que l'élection présidentielle, ce n'est pas le sujet du moment. Ça intéresse sans doute les journalistes et les observateurs, mais ça n'intéresse pas les Français. Quant aux questions de sélection des candidats, je crois qu'ils devront, elles devront attendre qu'un projet puisse émerger. Et s'agissant du centre en particulier, il faudra qu'ils puissent disposer d'un projet face à la poussée, à la montée des populismes à tendance autoritaire que nous voyons déferler sur la France et sur l'Europe. Une primaire, comme l'a évoqué Laurent Wauquiez, qui irait de Gérald Darmanin à Sarah Knafo, c'est envisageable pour le MoDem? À nouveau, je pense qu'il est beaucoup trop tôt pour parler de ces sujets-là. Quant au MoDem, il ne se situe pas entre Gérald Darmanin et Sarah Knafo. Le centre, c'est le centre et il a une existence propre. Alors, il y a une élection dont vous ne pouvez pas me dire que c'est dans longtemps. Ce sont les municipales, en mars prochain. Rachida Dati est candidate à Paris. J'ai pas trouvé la position du MoDem. Il y a Pierre-Yves Bournazel également qui est candidat. Qui le MoDem va-t-il soutenir dans cette élection? D'abord, le MoDem considère que Paris a besoin d'une respiration et d'une alternance. D'accord, donc ça veut dire... Et c'est pourquoi le MoDem a présenté un projet pour Paris par la voix de Maude Gattel, qui préside le groupe du MoDem au Conseil municipal de Paris. Et c'est à elle que je laisserai le soin de détailler la question de nos alliances, désormais que le projet est posé, et ça ne saurait tarder. Mais vous, secrétaire général, vice-président du parti, soutenir Rachida Dati, ça vous paraît pas impossible? C'est une question que nos instances vont trancher, mais c'est évidemment Maude Gattel, notre élue à Paris, celle qui a présenté le projet du MoDem pour les Parisiens, qu'il reviendra d'en parler. Jean-Noël Barrot était l'invité des 4V sur France 2. Dans un instant, la pub, et c'est Damien Thévenot que vous retrouvez juste après. Très bonne journée à tous.